Je pense qu'on peut démarrer. Nathalie, je te laisse la Oui, parole. parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le profilage dans les écoles. Comment mieux connaître les expériences des jeunes et des familles. Mon nom est Nathalie Simon, présidente du CEPRAL, le comité des parents racisés de la Naudière. Je serai votre animatrice pour cet événement. Alors, je ferai le lien entre notre présentatrice, Mme Céline Bello, et j'animerai aussi la période de questions-réponses que nous allons avoir après la présentation de Mme Bello. Alors, on laisse encore quelques minutes aux gens d'entrer ou on commence? Je pense qu'on peut y aller. On peut y aller, hein? Okay. Oui. Super. Alors, permettez-moi de vous lire ceci concernant les territoires non cédés. Alors, nous reconnaissons au sein de l'ODP, de l'ACAI et du Comité des parents racisés de la Naudière que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons les nations autochtones comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Je vais vous donner quelques consignes pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Alors, je vais vous inviter au départ à fermer vos micros et vos caméras durant la présentation. Puis, lorsque ce sera le temps de la période de questions-réponses, vous pourrez ouvrir vos caméras. À ce moment-là, on vous fera signe. De plus, nous allons enregistrer les 2 premières présentations aujourd'hui, mais pas la partie échange. Donc, vous pourrez vous exprimer librement, mais l'enregistrement se fera justement sur les présentations de Mme Bello. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Je vais laisser la parole à Mme Jasmine Delacaille, média, qui va vous expliquer un peu le contexte de la journée d'aujourd'hui. Jasmine? Oui, bon après-midi à tous. Je me présente. Je m'appelle Jasmine Ashley-Nelson et je suis intervenante jeunesse chez l'ACAI Média, qui est une organisation communautaire ayant pour but d'aider les communautés issues de minorités visibles et de promouvoir le multiculturalisme dans la région de la Naudière. Le président de l'ACAI Média est présent aussi, c'est Pierre-Richard Thomas. Pour vous mettre un peu plus en contexte de l'événement, depuis le 8 décembre 2017, l'Organisation des Nations unies déclare le 16 mai comme étant la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée a pour objectif de célébrer nos différences, mobiliser les efforts assidus en faveur de la paix, la tolérance, l'inclusion, l'empathie et la solidarité des communautés mondiales. Puis, c'est l'occasion pour tous d'exprimer le désir de vivre et d'agir ensemble, d'unir nos différences et notre diversité afin de bâtir un monde centré davantage sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Donc, en vue de célébrer cette journée du vivre ensemble, l'ACAI s'est joint à l'Observatoire pour tenir cette conférence ayant pour thématique le profilage racial dans les écoles et comment mieux connaître l'expérience des jeunes et des familles. J'essaie de la part. Oui. Merci beaucoup, Jasmine. Alors, permettez-moi de vous présenter un peu le comité des parents racisés de la Naudière, le CEPRAL, dont je suis la présidente depuis 1 an maintenant. Nous avons parti le CEPRAL l'année passée, en 2021, au mois de mai. Donc, c'est notre première année, on fait notre première année, parce qu'il y avait un besoin dans la population par rapport justement au profilage de nos jeunes racisés dans les écoles. Moi-même, ma fille a vécu cette situation à son école secondaire et ça a été un groupe de parents qui se sont réunis, puis on a commencé à discuter des problématiques et des besoins qu'on avait par rapport à ça aussi. Et on a formé le CEPRAL. Alors là, le CEPRAL, nous, comme mission, on veut soutenir les parents, les outiller justement face
à ce que vivent nos jeunes dans les écoles. Souvent, il y a des parents qui nous disaient qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait, puis ils ne savaient pas comment aller chercher de l'information. Puis un de nos buts, c'est justement leur donner des outils, les informer pour qu'ils puissent connaître leurs droits et aider leurs enfants à ne pas vivre ce genre de situation et ne pas accepter ce genre de situation dans les écoles, ce qui ne devrait pas se faire. Donc, c'est un peu le rôle du CEPRAL qu'on s'est donné. Tranquillement, pas vite, on va chercher d'autres parents. On sait que ça se parle un peu partout, même sur l'île de Montréal. On souhaiterait voir grandir le CEPRAL, mais ne vous inquiétez pas, tranquillement, on va travailler là-dessus pour aller chercher d'autres parents à ce sujet. Maintenant, je vais vous présenter Mme Céline Bello, qui est directrice de l'Observatoire des profilages, qui va vous présenter un petit mot de bienvenue, puis par la suite, elle poursuivra avec sa présentation sur le sujet d'aujourd'hui. Mme Bello? Merci et merci. Bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. Alors oui, je suis directrice de l'Observatoire des profilages. L'Observatoire des profilages, c'est un regroupement de chercheurs et d'organismes de défense des droits. Il y a à peu près une trentaine de chercheurs à l'Observatoire des profilages qui vont de toutes sortes de disciplines, criminologie, sciences politiques, sociologie, droit, travail social et toutes sortes d'organismes de défense des droits, à la fois auprès des populations, des Premières Nations, populations marginales, populations racisées. Et l'objectif de l'Observatoire, c'est à la fois de répondre à des besoins en fait, de recherche des milieux et des communautés concernées par le profilage. Et c'est à la fois de documenter les pratiques de profilage, donc comment se déploient et se développent les pratiques de profilage. C'est aussi de comprendre l'expérience des personnes et des communautés qui font l'objet de profilage, donc véritablement d'aller chercher quelles sont les situations, les expériences et les conséquences de ces expériences vécues par les personnes et les communautés, et finalement de documenter les moyens de lutter contre les profilages et de renforcer finalement les moyens, les outils de lutte contre les profilages et de soutenir en fait la transformation des milieux et des institutions. Donc, voilà pour ce que fait l'Observatoire. J'ai été donc invitée à vous présenter un état des connaissances finalement, puis des enjeux autour de deux grandes questions. La première étant l'intervention policière dans le milieu scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette intervention? Qu'est-ce qu'on en sait de ces interventions dans les milieux scolaires? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça signifie véritablement de s'intéresser au profilage dans les écoles? Quels sont les types de profilage? Comment on les documente? Et quel pourrait être en fait le soutien qu'on pourrait apporter en tant qu'observatoire? Donc, je vais faire une présentation dans une petite trentaine de minutes et après, on va fermer l'enregistrement et donc laisser place à la discussion et à vos expériences. Donc, le milieu scolaire, l'intervention policière en milieu scolaire, c'est d'abord une multitude de situations et c'est quelque chose qui s'est déployé à partir du moment où on a entendu parler de police, surtout au Québec et au Canada. On a souhaité développer une police de proximité. Très rapidement, en fait, un des milieux que la police a voulu approcher était le milieu scolaire. Alors, c'est tantôt des interventions ponctuelles, interventions préventives sur la sécurité dans et autour des écoles, des voitures de police, des patrouilleurs qui vont à la fois être dans l'école, mais aussi autour de l'école, à la sortie, à l'entrée des classes, que ce soit au primaire ou au secondaire. Mais c'est aussi des interventions éducatives, alors là, dans l'école, où les policiers vont venir parler à des jeunes de la question des drogues, de la question de l'intimidation, des violences. Donc, il y a une velléité, en fait, d'informer les jeunes de formes de présentation sur ces questions-là. Et parfois, il y a aussi des interventions qui vont viser le renforcement de relations interpersonnelles et de soutenir en fait la construction d'une confiance à l'égard des services policiers. Donc, à travers des activités sportives, culturelles ou artistiques où on va mettre en scène en fait des jeunes et des policiers pour développer des activités ensemble. Puis, par ailleurs, d'autres interventions plus permanentes
qui ne sont pas nécessairement toutes déployées au Québec, mais on voit aux États-Unis et notamment dans le reste du Canada, une présence policière dans l'école systématique. Donc, il va y avoir des policiers qui, à tous les jours, vont venir dans l'école et vont avoir un rôle de surveillance et de renseignement. Et par ailleurs, d'autres types d'interventions permanentes, c'est les protocoles d'intervention en matière de violence, d'infraction criminelle, où les policiers vont venir intervenir dans l'école sur ces questions-là, à travers des mises en accusation, des interpellations ou des suivis de protocoles d'intervention. Donc ça, c'est donc, quand on parle d'intervention policière en milieu scolaire, on se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment différentes situations. Et quand on s'intéresse à qu'est-ce que ça donne ces interventions, quels sont les points de vue des gens sur ces interventions policières, bien, on va avoir de multiples discours, discussions, résultats sur ces questions-là. Alors, du point de vue policier, ce que vont dire les études sur le point de vue policier en milieu scolaire, ça fait 3 fois que je corrige le milieu scolaire sans S, puis je suis encore dans un PowerPoint où il y a le S. Pourtant, on l'a encore essayé à 10 minutes. Alors, je m'excuse de la faute d'orthographe parce qu'elle est encore là, alors qu'elle ne devrait pas. Décidément, il y a une obstination à ne pas me corriger cette faute. Alors, du point de vue de policier, c'est la connaissance du milieu, donc d'être intéressé, de mieux connaître l'école, de mieux connaître aussi les institutions et les organismes qui sont dans son secteur, dans sa ville. Et finalement, c'est aussi beaucoup pour les policiers de construire des liens de confiance avec la population et notamment avec les jeunes dans le contexte d'intervention dans le milieu scolaire. Donc, d'un point de vue de policier, il y a vraiment un avantage à être dans l'école ou autour de l'école ou d'avoir des liens serrés avec l'école parce qu'on va y construire une relation de confiance, une relation d'habitude et de routine et donc mieux connaître finalement ce qui se passe dans ce contexte-là et ce qui se passe autour des jeunes. Du point de vue des jeunes, on va avoir des discours qui sont beaucoup plus mitigés. Pour certains, le fait d'avoir une présence policière, de renforcer un sentiment de sécurité, alors de l'autre côté, ça va renforcer un sentiment d'insécurité. Pour certains jeunes, les relations avec les policiers vont être appréciées, alors que dans d'autres contextes, les relations vont être considérées comme contraintes, contraignantes et dévalorisées. Et c'est surtout ce qu'on va mettre de l'avant, c'est que la présence policière, et notamment quand elle est importante, on va soutenir qu'il y a des risques de méfiance, de désaffiliation à l'école qui vont être beaucoup plus importants que les bénéfices attendus d'une présence policière. Et c'est là où il faut faire attention parce que si on regarde ces points de vue mitigés du point de vue des jeunes, en moyenne, il y a des jeunes qui disent qu'ils sont contents, puis des jeunes qui disent qu'ils ne sont pas contents. Mais quand on s'intéresse de manière plus précise à des jeunes minorisés, racisés, on va comprendre qu'eux ont beaucoup plus de difficultés à apprécier ces relations, à apprécier cette présence et surtout à ne pas construire un sentiment d'insécurité avec cette présence policière. De la même façon, du point de vue des parents, on va avoir pour certains un renforcement du sentiment de sécurité, mais pour d'autres, on va avoir vraiment un renforcement de préoccupation sur les pratiques de profilage. C'est comme si, à un moment donné, l'école qui devait être un milieu exempt de risques en termes d'intervention policière, là, devenait en fait un lieu où il y avait encore en plus ces interventions. Donc, les risques de profilage, les risques d'intimidation policière. Et sans la préoccupation des parents, notamment des parents d'enfants racisés, et c'est surtout, et se déploie en fait depuis quelques années dans la plupart des contextes urbains. La commission scolaire, par exemple, de Toronto, a finalement, après la pression des parents, a finalement mis fin à son programme d'agents de liaison dans les écoles publiques de Toronto. Et Vancouver, en fait, est en train de prendre la même décision pour supprimer tous les agents et donc tous les programmes qui impliqueraient des corps policiers de manière permanente et ponctuelle dans les écoles. Donc, il y a vraiment, je dirais, on est vraiment dans un moment où il y a une grande réflexion sur pourquoi la police est à l'école, pourquoi elle devrait être, pourquoi elle ne devrait pas y être, et que la plupart du temps, sous pression en fait des parents et aussi des institutions scolaires, il y a un retrait en fait des services policiers dans les écoles.
Du point de vue de l'école, ça peut être considéré comme, d'un point de vue positif, si vous voulez, comme des liens de collaboration et de partenariat qu'il est nécessaire d'entretenir avec les institutions qui environnent l'école. Mais il y a de plus en plus de réflexions sur la modulation de la présence policière et de savoir de plus en plus pourquoi la police devrait être là, comment elle devrait être là, puis qu'il y a quand même de plus en plus de lectures sur la tension entre les différents rôles. Et certaines équipes écoles ou directions d'école vont avoir aussi décrit le fait qu'une fois que la police était très implantée dans une école, qu'elles avaient perdu un peu le contrôle sur la manière d'agir sur différentes situations et que c'était la sécurité publique qui primait en fait finalement sur d'autres interventions. Et donc, il y avait des enjeux autour de ces questions-là. Donc, on voit que les interventions en milieu scolaire, elles sont regardées de différentes façons, qu'on ne peut pas dire qu'il y a une dominante, mais qu'il y a de plus en plus en fait, de regard critique sur cette intervention et de réflexion et de discussion et de débat sur ces interventions. Alors, pourquoi il y a des débats et pourquoi il y a des réflexions actuellement sur les enjeux de l'intervention policière en milieu scolaire? Je dirais qu'il y a 3 grands types d'enjeux. D'abord, comment on passe dans un questionnement de la sécurité aux dérives sécuritaires, puis je vais le développer. Dans un deuxième temps, il va y avoir aussi de comment on réfléchit à l'interaction jeune-police versus le renseignement, puis finalement, comment on peut penser la question de la prévention et de la promotion du vivre ensemble et de la santé en dehors de l'intervention policière. Donc, je vais vous déployer un peu ces 3 éléments. La première, c'est qu'effectivement, la présence policière dans et autour de l'école a souvent joué un rôle qui va construire un sentiment de sécurité et d'insécurité pour les autres. Mais ce qu'on va surtout dire dans les enjeux de dérive sécuritaire, c'est comment, en fait, la présence policière peut nuire finalement à créer un climat éducatif bienveillant plutôt qu'un cadre disciplinaire et punitif. Comment les droits des jeunes vont être, qu'il faut protéger et préserver, va être important de considérer en quoi la présence policière peut être un obstacle finalement à créer ce climat et ce cadre éducatif bienveillant. On va parler notamment aux États-Unis de le School to Prison Pipeline pour montrer comment la présence policière dans les écoles va finalement alimenter des processus de profilage institutionnel qui vont partir de l'école, mais qui vont finalement se poursuivre, s'aggraver, se renforcer d'une institution à l'autre, qu'on passe de l'école finalement à la protection de la jeunesse ou à des enjeux de délinquance juvénile, etc., etc. Et finalement, les études vont montrer qu'il y a plus il y a une présence policière permanente dans une école, plus il y a de risques qu'il y ait une accélération du passage de ce qu'on appelle la discipline scolaire, donc les retenues, les exclusions, à une judiciarisation des comportements. Parce que très rapidement, au lieu de considérer, par exemple, un geste d'intimidation comme quelque chose qui devrait être agi en termes de discipline scolaire, en termes de réflexion éducative, on va traduire ça comme des comportements criminels et donc embarquer dans une intervention plus judiciaire. Et on va aussi de plus en plus se poser des questions. Pourquoi il y a un réflexe du recours à la police pour parler de toutes sortes de choses dans une école plutôt que d'autres intervenants, comme des organismes communautaires, comme le réseau de santé et services sociaux, sur la question, par exemple, de prévention, que ce soit en termes de drogue, d'intimidation, de violence. Pourquoi faire appel à la police pour parler de ces questions-là aux jeunes plutôt qu'à d'autres intervenants? Puis je vais y revenir par la suite. Donc, de cet enjeu de dérive sécuritaire, et pourquoi mon ordinateur ne veut plus bouger, on va avoir aussi des réflexions sur les interactions. Donc, finalement, comment ça se passe dans une école, l'interaction entre des jeunes et police et quelles en sont les conséquences. On va notamment réfléchir au fait que plus il y a des interactions entre les jeunes et les policiers, dans certaines mesures, plus ces interactions risquent finalement de renforcer la surveillance et le contrôle de certains jeunes. Donc, chaque fois qu'on met en scène ou en interaction des jeunes et des policiers, il va falloir évaluer le risque qui se fait très rarement. Mais il faudrait être vigilant. Pourquoi on met des jeunes avec des policiers dans certaines écoles? Pourquoi, par exemple, au Québec,
les policiers vont très souvent dans des écoles publiques, mais jamais dans des écoles privées. Et pourquoi ils vont dans certaines écoles et pas d'autres? Donc, quel est leur intérêt et quelle est la place qu'on leur fait dans ces écoles-là et pas d'autres? Pourquoi ce type d'interaction est privilégié dans une école? Pourquoi parler de la prévention des drogues doit être abordé par des policiers? Comment aussi on renforce à travers la présence policière des préjugés, des stéréotypes, à la fois pour les acteurs extérieurs à l'école qui voient des policiers autour et dans l'école, mais aussi à l'intérieur de l'école où on va finalement soutenir le regard sur certains jeunes plutôt que sur d'autres. Et finalement, on va se rendre compte que le discours policier sur la question de la sécurité va être un discours qui va prendre place au détriment d'autres discours dans le contexte de l'école. Et là, on va travailler le fait que chaque fois qu'il y a des interactions, un corps policier travaille avec de l'information et des renseignements. C'est son travail que d'amener à protéger le public, notamment en matière d'infractions criminelles. Et donc, son rôle, ses interactions visent systématiquement à recueillir de l'information et du renseignement. Or, des interventions policières dans une école, la présence policière est difficilement liable au fait que les jeunes connaissent mal leurs droits et donc en allant parler à des policiers, en racontant des choses à des policiers, ils pourraient effectivement être dans une atteinte à leurs droits ou même ne pas considérer que ce qu'il raconte à un policier dans un contexte d'intervention pourrait être en fait considéré par la suite comme une information et du renseignement. Et l'école, comme les jeunes, on a une méconnaissance en fait de ce qui retourne au service de police. Qu'est-ce que les policiers vont venir observer, documenter dans une école, qu'ils vont rapporter finalement à des collègues ou à des enquêtes dans le corps policier. Et ce qu'on va aussi, dans la question du renseignement, ce qu'on va regarder aussi, c'est à quel point finalement les situations vont être regardées autour de la question de la sécurité publique plutôt que de la santé publique, par exemple, ou plutôt que des logiques éducatives. Finalement, troisième enjeu, de la prévention, la promotion du vivre ensemble et de la santé. Ça, c'est un enjeu important parce qu'on se rend compte que les différentes logiques préventives et les objectifs vont se distinguer. Quand on va appeler les corps policiers à faire de la prévention en matière de drogue, en matière d'intimidation, etc., on va souvent vouloir que les corps policiers agissent en fait de manière dissuasive et fassent peur aux jeunes par rapport à la consommation, à l'intimidation, en faisant notamment des rappels à la loi et des rappels à l'existence d'infractions criminelles. Donc, c'est vraiment un rappel d'autorité qu'on va agir dans cette logique préventive. Pourtant, il y a d'autres logiques éducatives et qui sont mises en place au Québec aussi, qui vont avoir davantage un souci d'éducation et donc d'autonomisation des jeunes dans la prise de conscience sur ce qui est acceptable de faire, pas acceptable, ce qui est risqué, pas risqué, ce qui, pour leur permettre d'avoir des choix éclairés finalement, sans nécessairement avoir à leur faire peur, mais bien davantage à reconnaître leur capacité de prendre des décisions et d'être éclairés par rapport à ça. D'autres stratégies vont viser davantage l'humanisme et la réduction des méfaits, où on va se dire des comportements, les jeunes vont en avoir et qu'il est important de réduire les méfaits, de s'intéresser au contexte, d'outiller les jeunes pour qu'ils agissent dans les meilleures circonstances et dans les meilleurs contextes. On va aussi rappeler dans cet enjeu-là que la promotion du vivre ensemble et de la santé, elle n'appartient pas à la police et qu'il y a énormément de programmes éducatifs portés par des organismes communautaires et du réseau de la santé et services sociaux en matière de consommation, en matière d'intimidation, en matière de violence, et qui a très certainement à mieux soutenir et à renforcer le rôle et la participation de ces professionnels dans l'école, dans la mesure où ce sont aussi ces professionnels qui d'abord assurent une continuité dans la prise en charge des jeunes et deuxièmement parce que ces professionnels ne sont pas des professionnels de l'ordre, mais sont des professionnels de la relation d'aide et donc ils ont tout intérêt à jouer un rôle clé dans la prévention et la promotion plutôt que des intervenants policiers qui n'ont pas de formation pour agir sur ces questions-là.
Et en fait aussi me montrer comment finalement intervenir sur la question du vivre ensemble ou intervenir sur la question de la santé, c'est une logique permanente. Ce n'est pas parce que vous allez faire revenir une fois par année un policier dans une école que ça va changer les choses. Qu'il faut arriver à intégrer davantage ces questions-là au fur et à mesure et en continu dans l'école pour soutenir davantage de prévention et de promotion. Alors maintenant, sur la question du profilage, on sait que la présence policière, la plupart des études vont montrer que la présence policière accroît les risques de profilage, tant pour les jeunes racisés que pour les jeunes marginalisés. Juste, ça, c'est la définition du profilage telle qu'elle est définie par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je vais vous la laisser lire, mais surtout, je vais la décortiquer dans un deuxième temps pour vous montrer ce que c'est que du profilage et comment on l'entend en fait au sens de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. D'abord, donc, le profilage, c'est un traitement différentiel. Donc, c'est quand on agit de manière différente à l'égard d'un jeune plutôt qu'un autre, à l'égard d'un groupe de jeunes plutôt qu'un autre, ou quand notre action a des conséquences disproportionnées sur un groupe de jeunes plutôt que sur un autre. Et ça, du profilage, c'est une pratique discriminatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça porte atteinte à l'égalité de traitement entre les jeunes. Donc, quand on a une pratique de profilage, c'est nécessairement documenté, c'est nécessairement qu'on a soutenu une logique discriminatoire à l'égard d'un ou plusieurs jeunes dans un contexte scolaire. Ce qu'on va mettre de l'avant pour distinguer le profilage des discriminations, c'est aussi que le traitement doit être porté par un acteur d'autorité. On évoque souvent la question de la police dans les profilages, mais la police, la justice, les services correctionnels, le réseau de la santé, services sociaux à certains égards quand il prend des décisions d'autorité, la protection de la jeunesse, mais aussi les directions d'école, donc qui sont tous des acteurs d'autorité qui ont un rôle d'autorité à jouer en matière de sécurité, de sûreté ou de protection et qui peuvent être susceptibles d'avoir des pratiques de profilage. Puis, ce qu'on va dire, c'est que pour qu'une pratique soit désignée comme une pratique de profilage, c'est parce qu'on est capable de démontrer partiellement, pas en totalité, mais partiellement que la décision elle est fondée sur des stéréotypes et des préjugés. Et ça, c'est bien important et ça a bien été décrit dans la jurisprudence, donc dans les décisions des tribunaux. Il ne faut pas toujours démontrer absolument que le seul critère qui a pris part dans la décision, c'est l'origine raciale d'une personne. Le seul critère qui a pris dans la décision, c'est son genre. Le seul critère, c'est son âge ou c'est sa condition sociale. Il suffit qu'on puisse faire la démonstration qu'en partie, sur un des critères, il y a eu des situations, il y a eu une lecture stéréotypique de la personne ou du groupe de personnes pour qu'on puisse dire qu'il y a du profilage. Même si, par ailleurs, c'est encore très difficile à démontrer au plan juridique. Alors, faire face au profilage, comment on peut faire ça? C'est un exercice d'une vigilance continue. Je vous le dis, oui, il y a des mesures et des recours devant les tribunaux, la Commission des droits de la personne, la déontologie policière, la protection du citoyen, etc. Mais c'est des choses qui sont quand même très lourdes à porter et qui sont souvent aux prises avec des dynamiques individuelles, alors qu'il y a tout intérêt à renforcer finalement collectivement la protection et la lutte contre les profilages. Donc, et pour lutter contre les profilages, une des choses premières avant de construire un changement, c'est d'avoir une vigilance continue, d'avoir une vigilance sur les mesures disciplinaires prises dans les milieux scolaires. Quelle est leur ampleur? Qui? Pourquoi? Et quelles sanctions on donne à des jeunes? Quels sont les jeunes qui sont concernés? Donc, comment finalement, en regardant les mesures disciplinaires qu'on applique, on essaye de voir si on n'aurait pas des biais. Quand on a recours dans une école au service policier, mais encore là, pourquoi, comment, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on vise et est-ce que c'est le bon acteur pour faire ce on souhaite obtenir? Mais c'est aussi soutenir un dialogue avec les jeunes et les familles sur les enjeux de racisme et de marginalisation. Pourquoi on ne se pose pas de question de faire intervenir des
policiers dans une école, mais par ailleurs, on ne cherche pas à rencontrer, à dialoguer avec des familles sur des enjeux qui pourraient être pertinents, qui pourraient construire finalement ou délier le sentiment d'appartenance à une école. La formation, la sensibilisation de tous les acteurs sur les biais implicites, sur le racisme, sur tous ces enjeux-là, demeure encore quelque chose qu'il faut soutenir et développer. Et finalement, l'idée qu'il faut renforcer les liens d'appartenance pour tous les élèves au milieu scolaire, et même si on va prendre différentes stratégies en fonction des différents types d'élèves, mais qu'il y a besoin de renforcer les liens d'appartenance et que tous les élèves et tous les jeunes puissent trouver dans l'école un climat bienveillant et éducatif. Alors, mieux comprendre les expériences et les situations éventuelles de profilage, c'est aussi informer et sensibiliser les milieux institutionnels, les personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le profilage? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous intéresser à vos pratiques et comment essayer de considérer à la lumière du profilage si vous avez des pratiques de ce type-là? Soutenir la documentation avec les personnes et les communautés concernées, c'est clair que et au Québec, on a encore très, très peu de données sur ces questions-là et qu'il importe en fait de voir comment les personnes, les jeunes et les familles et les communautés concernées peuvent nous en apprendre sur les situations qu'elles vivent, sur les manières dont elles vivent ces situations. Et ça va passer par cette connaissance-là, parce qu'on est vraiment dans une logique où trop souvent, on est dans l'invisibilisation des situations et qu'un des premiers éléments est d'aller les documenter pour les rendre visibles, justement. Renforcer donc cette mobilisation des connaissances aussi. Donc, une fois qu'on a les connaissances, des expériences, le partage d'expériences, et un peu ce que fait le comité qui nous a conviés aujourd'hui, c'est de faire circuler ces situations, de faire circuler ces connaissances pour accompagner finalement le changement des différents milieux scolaires, mais des différents milieux institutionnels, je dirais. Il n'y a pas un milieu institutionnel qui, au jour d'aujourd'hui, au Québec, est à l'abri d'avoir des pratiques de profilage. Il faut travailler à les rendre visibles, à les documenter et à accompagner finalement les changements. Puis je pense que c'est aussi, si on veut prévenir les profilages, c'est aussi d'agir en continu pour un mieux vivre ensemble, constamment dans les milieux institutionnels. Alors, oui, il y a un côté de faire ressortir les pratiques de profilage, de les documenter, de les rendre visibles, mais il y a certainement aussi de manière préventive à agir pour un mieux vivre ensemble, pour que tout le monde puisse se sentir, quel que soit le milieu institutionnel qu'il a fréquenté, qu'il soit dans une attente et dans une interaction qui lui permette de supporter un droit à l'égalité, que personne ne doit être traité différemment en raison de son origine ethno-raciale, de son âge, de sa condition sociale, que tout le monde dans le Québec que nous souhaitons devrait pouvoir, et avec les chartes que nous avons, devrait pouvoir s'attendre à un traitement égal, équitable et juste en toutes circonstances. Merci pour votre attention. Donc, c'était un bref portrait de ce qu'on sait et des enjeux, mais c'était surtout pour faire une bougie d'allumage avec vous pour discuter en fait de ces questionnements, de ces mécanismes de vigilance que vous pourriez mettre en place, mais aussi de ce que vous avez peut-être vécu dans vos écoles ou que vous voyez que d'autres vivent dans vos écoles. Donc, voici. Pour toute information complémentaire, donc mon adresse courriel, le site web de l'Observatoire et puis nos médias sociaux. Et merci de votre attention. Je vais finir par fermer le partage de mon PowerPoint et puis on laisse place à la discussion. Merci encore.